Nous passons à la question suivante. Donc, question numéro 4 qui porte sur l'approbation des budgets. Donc, budget principal et budget des activités assujetties à la TVA. Et c'est toujours Hervé Lenné qui rapporte. Alors, vous avez dans vos pochettes un document PowerPoint intitulé Budget 2018. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de suivre les différentes lignes de recettes et de dépenses qui sont indiquées dans ce document qui a été préparé par les services des finances. Budget 2018, on aura deux budgets à évoquer, le budget principal et le budget des activités soumises à TVA. Donc on va commencer par le budget principal. Et ce budget principal se décompose en deux parties, une partie fonctionnement et une partie investissement. Je m'inquiète pas, il va suivre. Bien. Pour ce qui est le budget principal en fonctionnement, recettes-dépenses, elles sont équilibrées à hauteur de 11 450 203 €. En excédent reporté, nous avons 1 084 765 €. Alors, il s'agit du solde de fonctionnement que l'on vient de voter à partir de l'exercice 2017. On a affecté 1 million en investissement, donc il reste en excédent reporté 1 084 765 €. Atténuation des charges, c'est des remboursements sur rémunération. Produits d'exploitation, ce sont des redevances d'occupation de domaine public, ce sont des droits de service, c'est les recettes de cantine, les recettes du scriptorial. On a un total estimé à 746 500 €, donc c'est des estimations de produits d'exploitation qui sont maintenus de même ordre que l'année précédente. Vous avez un rappel 2017 dans la colonne d'à côté. Impôts et taxes, alors là, ça couvre les recettes de taxes foncières et taxes d'habitation dont on vient de voter les taux. Je vous rappelle qu'il est estimé une hausse de l'ordre de 38 000 €, mais c'est également l'attribution de compensation de la part de la communauté d'agglomération. Ce sont des taxes d'électricité, des droits de mutation. Taxes d'électricité, droits de mutation qui sont en légère hausse par rapport à l'année précédente. Puisqu'il est estimé environ 180 000 de plus que l'année 2017. Dotation, alors ce sont des estimations. Le service des finances vient de recevoir une note précisant le montant des dotations. Donc vous savez que la ville encaisse une dotation forfaitaire qui, elle, n'évolue sensiblement pas. Par contre, on reçoit des dotations rurales, des dotations urbaines. La dotation rurale augmente quelque peu. Par contre, la dotation urbaine est divisée par moitié. En 2017, la ville avait reçu 255 000. Il est prévu de recevoir cette année 2018, au titre de la dotation urbaine, une somme de 127 000, ce qui correspond à 50% de ce qu'on avait reçu l'année précédente. Et là, il n'y a aucune explication à cette baisse de dotation. Je rappelle que depuis 2014, les dotations de l'État diminuent. Jusqu'alors, le montant de la dotation de l'État avait baissé de 590 000. Là, on a une nouvelle baisse qui est contraire à ce que le gouvernement avait pu annoncer. Une nouvelle baisse de 127 000, donc qui est ajoutée à la baisse de 590 000. Ce sont des informations qui ne sont pas forcément définitives. Une demande de précision a été adressée à la préfecture pour avoir confirmation.
Revenus du patrimoine, ce sont des loyers qui viennent des biens immobiliers qui sont donnés en location. C'est des revenus qui proviennent de location de salles. 230 000, c'est sensiblement supérieur à ce qui était prévu l'année précédente. Les 230 000 sont le résultat du compte administratif. C'est le réalisé 2017 qui nous laisse à penser que 2018, nous aurons une somme de l'ordre de 230 000. Revenus exceptionnels, 12 600. Là aussi, c'est par rapport au compte administratif. Les dépenses sont estimées, donc même montant que les recettes, 11 455 203 €. On retrouve de manière traditionnelle les charges générales et les frais de personnel, qui sont les dépenses essentielles, ou tout au moins les plus importantes. Les charges générales sont évaluées à 2 200 € et les frais de personnel à 6 millions d'euros. Ce sont des chiffres qui sont sensiblement équivalents à ceux de l'année précédente. Par contre, vous allez voir que l'ensemble des autres dépenses sont en diminution, ce qui fait qu'au global, on a des dépenses réelles qui, elles-mêmes, au total, sont en diminution. Charge générale, moi je rappelle qu'on est toujours tenu de mettre en place la comptabilité d'engagement, ce qu'on peut rappeler le rattachement à l'exercice. Et on va continuer pour finaliser cette opération de mise en place de comptabilité d'engagement. Donc on aura en 2018 à nouveau des recettes qui pourront porter sur 13 ou 14 mois, ce qui va alourdir ce poste de charge générale pour avoir une comptabilité qui correspond encore une fois à une comptabilité d'engagement. Charge de personnel, 6 millions d'euros, c'est l'estimation. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut s'engager à tenir, malgré des augmentations de cotisations. Cotisations CSG qui doivent être prises en charge par la commune, cotisations du centre de gestion, compte tenu également de l'avancement d'échelon et de grade qui est traditionnel. Cette estimation de l'ordre de 6 millions d'euros correspond au même chiffre que les années précédentes. Dépenses imprévues, c'est un poste qui n'a aucun caractère certain, 476 415. Virement, section investissement, nous venons de virer 1 million d'euros en excédent de la fonction de fonctionnement pour l'année 2017. Et là, donc, c'est un virement de la section investissement pour l'année 2018. Amortissement 352 151, c'est une estimation à partir du réalisé 2017. Subventions et autres charges 933 071. Si on compare avec l'année précédente, il y a un différentiel. Ce différentiel tient compte du contingent incendie, du service incendie, dont la compétence a été reprise par la communauté d'agglomération. On peut d'ores et déjà annoncer que les subventions attribuées aux associations et aux CCAS ne baisseront pas, elles seront du même ordre. On peut même imaginer une augmentation au profit du CCAS. Frais financiers, 230 000, une baisse assez sensible par rapport à l'année 2017 qui tient compte de la baisse des taux d'intérêt. Quand on met fin au remboursement d'un prêt à des taux élevés, même si on emprunte une nouvelle somme, les taux d'intérêt sont moins élevés, ce qui fait que la colonne frais financiers diminue d'autant. Charges exceptionnelles, 46 800, ce sont des pénalités, des titres annulés au cours de l'année. Donc je répète, on a un budget équilibré, recettes et fonctionnement, et un total de dépenses qui est en diminution par rapport à l'année 2017. La page suivante, c'est le camembert que chacun peut connaître. Vous voyez que les recettes
de fonctionnement proviennent principalement des impôts et taxes. Ces taux correspondent au niveau de ce qu'il était en 2001 et ça correspond à 431 € par habitant. C'est une somme qui est inférieure à une strate nationale. Dotation, malgré la baisse dont j'ai parlé tout à l'heure, on arrive encore à une dotation qui représente 34% des recettes de fonctionnement. L'excédent reporté, on l'a vu, produits d'exploitation, revenus du patrimoine, sont les autres recettes dont disposera la ville en 2018. Et en dépenses, le même camembert fait apparaître principalement les frais de personnel et les charges générales qui, encore une fois, n'auront pas d'augmentation 2018 par rapport à 2017. On peut passer à l'investissement. En recette, des subventions d'investissement qui sont inférieures à celles de 2017. On va avoir des travaux, on le voit tout à l'heure, des travaux d'investissement qui sont moins subventionnables. C'est principalement le boulevard Pasteur qui va être financé en partie par la région. Et également dans ce poste subvention, on a fait des demandes de subvention auprès de la DETR. Cession 85 000 €, on va en parler en fin de réunion. Une proposition de cession d'un immeuble va être proposée. Le fonds de compensation TVA 310 000 qui d'une année sur l'autre correspond aux mêmes sommes. Les amortissements 352 000, là aussi. Un nouvel emprunt qui correspond à notre capacité d'autofinancement. Les restes à réaliser de l'année précédente, subvention plus emprunt. L'emprunt qu'on avait sollicité pour l'année de 2017 n'a été réalisé qu'au début de l'année 2018, donc c'est pour ça qu'il apparaît ici. Je vous rappelle que l'emprunt 2017 s'est élevé à 1 200 000. La différence, ce sont les subventions d'investissement qui ne sont pas encore arrivées sur le compte de la ville. Affectation 2017, on l'a voté à l'instant, à hauteur d'1 million €. Et virement de la section de fonctionnement 2018 apparaissait tout à l'heure en dépenses de fonctionnement. En dépenses, nouvelles opérations, 2 447 200. On va voir le détail tout à l'heure. Restes à réaliser et déficit d'investissement. Les restes à réaliser, là aussi on va voir le détail tout à l'heure, représentent 667 798 €. Le déficit d'investissement 2017 s'élève à 1 645 879 €. Remboursement du prêt, donc c'est remboursement capital qui va être réalisé au cours de l'année 2018 à hauteur de 908 500. Remboursement, nous aurons remboursé une avance que la Caisse des dépôts avait financée, donc c'était remboursable sur 2 années. On va rembourser la dernière année à hauteur de 147 100 €. Donc on a un total de dépenses qui s'élève à 5 816 469 €. On va voir tout à l'heure l'endettement. Si on consomme la totalité du budget, on aura un endettement qui sera quasi stable par rapport à 2013. Le camembert, comme tout à l'heure, au niveau des recettes, nous avons des restes à réaliser, on l'a vu tout à l'heure, et un emprunt qui n'a été touché qu'en janvier de l'année 2018. On a un virement de la section de fonctionnement, une affectation de 2017, un nouvel emprunt à hauteur de 14% des investissements et des restes à réaliser, donc des recettes qui ne sont pas encore obtenues et qui vont arriver au cours de l'année 2018.
En ce qui concerne les dépenses, nous avons des nouvelles opérations à hauteur de 42%, c'est-à-dire 2 447 000, et des restes à réaliser 2017, je vous l'ai dit tout à l'heure, 667 790 qui restent à réaliser sur 2017, et un déficit d'investissement 2018. Remboursement du prêt, là aussi on l'a vu, 908 500. Alors les opérations qui sont prévues pour l'année 2018, épicerie sociale et solidaire et politique de la ville, ce sont des études de réalisation à hauteur de 20 000 et 50 000. Musée et patrimoine, ce sont des travaux qui devraient être réalisés sur le musée du scriptorial, aussi bien sur l'accueil que sur la boutique. Sur la ligne qualité de vie, ce sont des travaux de voirie, des travaux sur le square Bergevin qui vont s'achever. Une étude de réalisation, de réaménagement de la place Carnot. La rue de Verdun. Alors, la rue de Verdun, ce sera le poste essentiel de réalisation de travaux, puisque ces travaux-là sont prévus pour 890 000 euros et avec un cofinancement limité à 100 000 euros. Boulevard Pasteur, là, il va y avoir des travaux importants également réalisés, mais par contre, là, avec une forte participation de la région. L'accessibilité ADAP et PAV, 41 400. Alors, cette ligne-là, accessibilité, c'est uniquement la part pour des travaux spécifiques. Il est bien évident que dans tous les travaux, que ce soit Place Carnot, rue de Verdun ou Boulevard Pasteur, il y aura une quote-part pour les travaux d'accessibilité. Square Quartier Latin, c'est le quartier Saint-Gervais, à hauteur de 10 000 euros. L'aménagement du chemin de Pivette ou de la rue de Pivette, à hauteur de 5 000 euros. Et les investissements courants, informatique, mobilier, matériel, véhicules, travaux régis, pour 608 300 euros. Donc, ce qui fait un total d'opérations nouvelles à hauteur de 2 447 200. Si on ajoute les restes à réaliser qu'on va voir tout à l'heure, on a un total de travaux à réaliser en 2018 pour 3 114 euros. Pardon, 3 114 998 euros. Et dernière page, ce sont les restes à réaliser, donc les travaux qui n'ont pas été réalisés, qui n'ont pas été terminés en 2017 et qu'il faudra terminer au cours de l'année 2018. Donc des travaux d'aménagement des bâtiments communaux, notamment au pôle Jacques-Simon, des travaux de voirie, mais principalement sur le square Thomas Becket, des équipements scolaires, des matériels, des équipements sportifs, de l'acquisition de matériel informatique, achever les travaux sur le square Bergevin, achever la restauration des remparts et terminer les travaux sur le square Medmer. Donc le tout, travaux qui restent à réaliser pour 667 790 euros. Le budget des activités soumises à la TVA. Alors là, pour information, jusqu'alors, c'était principalement la rénovation des bâtiments blanchers. Ça y est, pour la ville, ce dossier est complètement terminé. Donc, ne reste plus aujourd'hui, en termes de TVA, que 2 immeubles qui sont en location et dont les loyers sont soumis à TVA. Donc, pour 2018, on aura encore des charges exceptionnelles. Ça, c'est un remboursement de TVA à la compagnie d'assurance. Donc, recettes et dépenses, on a des recettes et dépenses qui s'équilibrent à 307 424,68 € en fonctionnement. En investissement, on a un emprunt à hauteur de 10 000 euros et des travaux à hauteur de 1 000 euros en dépenses et des recettes qui proviennent de la ligne du budget fonctionnement et un excédent sur un total de 11 000 euros. Donc, après un avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les projets de budget qui s'équilibrent ainsi qu'il suit. Donc, pour le budget principal de la ville, donc équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 11 455 203
€. Équilibre en section d'investissement à hauteur de 5 816 469 et 23 centimes. Et pour le budget des opérations assujetties à la TVA, équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 307 424 € et 68 centimes. Et équilibre en section d'investissement à 11 000 €. Voilà ce qui est proposé. Alors avant d'ouvrir le débat, ce que je vous propose, c'est de faire un petit état des lieux de ce qui a été dit par Hervé Lenné. Je serais tenté de dire que notre politique budgétaire à Avranches tient dans une équation à 3 entrées. Tout d'abord, ce qu'il faut constater depuis maintenant plusieurs exercices budgétaires, c'est la baisse massive des dotations de l'État. Alors Avranches n'est pas la seule commune de France, toutes les communes de France sont concernées, les communautés de communes et communautés d'agglomération également. En cumulé, et pour mémoire, ce sont 590 000 € qui ont disparu de notre budget et avec lesquels nous avons dû composer. En effet, comme beaucoup de communes, nous avons donc été obligés de tenir compte de cette réalité budgétaire de façon à éviter l'effet ciseau, comme on dit. Or, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que cet effet ciseau n'a pas lieu à Avranches. Il est même très, très largement atténué, voire quasiment imperceptible. Tout ça a été possible grâce à une bonne stabilité de l'endettement, bien évidemment, j'y reviendrai dans quelques instants. Une stabilité des dépenses de fonctionnement, vous l'avez vu. Alors on vous a distribué un petit tableau qui vous permet d'avoir un récapitulatif. Alors ce tableau, on l'a déroulé sur 10 ans, voilà, 2008-2017, sachant qu'on est en 2018, ce qui vous permet de voir les différentes colonnes, donc notamment sur le 011, le 012, sur l'excédent reporté, sur le résultat de la section de fonctionnement, sur les effectifs, le fameux 0,12, donc voir comment la masse salariale a évolué en termes d'équivalent temps plein, et puis surtout la dette par habitant qui est une donnée importante. Donc stabilité de l'endettement, stabilité des dépenses de fonctionnement, et puis surtout, ça c'est une donnée importante pour laquelle nous militons depuis 2014, à savoir l'augmentation de l'investissement. Donc vous voyez, finalement, cette équation à 3 entrées, elle tient à la prise en compte de la baisse des dotations, à la stabilité de l'endettement et aux maîtrises des dépenses de fonctionnement, mais avec une augmentation de l'investissement. Puisque nous en sommes tous convaincus, quelles que soient nos postures politiques, une ville qui continue à investir, une ville qui maintient un taux d'investissement important, c'est une ville qui continue à progresser et surtout à travailler pour ses habitants. Il n'y a pas de pire politique qu'une politique qui fait une croix sur des politiques d'investissement, surtout à l'échelle d'une commune comme Avranches, qui doit maintenir une attractivité forte. Voilà ce que je voulais vous dire. Le discours qu'on entend régulièrement, et j'imagine que nous allons entendre ce soir, c'est un discours souvent qui tend à faire peur. Dire que voilà, on explose la dette, ce qui, vous avez pu le remarquer, est totalement faux. Je pense qu'on maintient un taux d'endettement qui est plus que raisonnable. Je vous donnerai quelques chiffres comparatifs s'il en est besoin. C'est une commune, en effet, Avranches, qui, malgré des contraintes budgétaires fortes, continue à investir, et je pense que c'est particulièrement important par les temps qui courent. L'investissement, je le redis aussi, c'est de l'emploi. Ce sont des entreprises pour lesquelles du travail est fourni par les collectivités. Je prends pour exemple tous les travaux qui sont faits actuellement rue de Verdun et boulevard Pasteur, et qui font suite à d'autres travaux encore. Donc il nous faut maintenir ce taux d'investissement aussi pour le bien de l'économie locale. Donc nous avons en effet, au cours des années précédentes, maintenu un taux d'investissement fort. Nous continuons à le développer. Nous allons chercher aussi les aides qui existent. Nous essayons d'avoir sur l'ensemble de nos projets un bon taux de cofinancement. Ça, c'est une notion particulièrement importante aujourd'hui lorsqu'on souhaite poursuivre un projet. Il s'agit toujours de vérifier que nous allons être suivis par des collectivités partenaires, que ce soit le département, la région ou l'État, à travers la DETR par exemple, ou d'autres fonds. C'est vraiment fondamental et vous pourrez vérifier que chacun des projets que nous conduisons est particulièrement bien cofinancé. Et je rends hommage aux équipes municipales, aux services qui vont chercher précisément ces aides qui nous permettent de boucler nos budgets. Voilà, donc le budget 2018, tel que nous vous le proposons ce soir, se place dans la lignée finalement de ce que nous avons engagé depuis 2014. 2014 aura été une année où nous avons réduit la dette de manière importante, avec une dette qui était tombée, si on prend le critère du montant par habitant, à 866 €. Puis nous avons décidé d'augmenter cette dette gentiment, en profitant de taux particulièrement attractifs qui nous ont permis de redéployer un investissement
qui avait sérieusement baissé au cours des années précédentes. Donc là, nous sommes aujourd'hui à une dette qui s'élève à 971 par habitant, donc qui est moins élevée qu'il y a 10 ans et qui est particulièrement stable et qui nous permet précisément, grâce à ces taux extrêmement attractifs, d'être tout à fait dans les normes. À titre d'exemple, j'ai quelques chiffres là sous la main. Granville, 914 € par habitant. Fougères, 1029 € par habitant. Villedieu-les-Poêles, 1035 habitants. On a pris Saint-Malo aussi, qui est à 1456 € par habitant. Donc vous voyez, avec 971 € par habitant, nous sommes dans une norme tout à fait respectable. Donc, sachant que le seuil de vigilance de 7 ans qui est préconisé en termes de désendettement, ici est respecté, puisque nous sommes exactement dans cette fourchette de 7 ans. Voilà. Alors, j'ai cru entendre aussi que dans le cadre des fusions de communes nouvelles, certaines communes refusaient de venir vers Avranches parce que Avranches était surendetté. Je l'ai lu. J'imagine que vous l'avez lu également. Donc là, bien évidemment, je suis obligé de m'inscrire en faux. C'est totalement faux. Et je peux vous dire, et je vous invite à les questionner, que nos voisins de Saint-Martin-des-Champs, qui ont bien évidemment eu accès à tous nos comptes et avec lesquels nous avons réalisé une étude financière extrêmement fine, ne sont pas du tout effrayés par l'entêtement de la ville d'Avranches. Bien au contraire, ils trouvent que notre commune est particulièrement bien gérée et porte des projets d'investissement qui les intéressent. Voilà. Quant aux autres communes, si elles sont effrayées, eh bien évidemment, je m'empresserai dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, d'aller les voir de façon à leur donner de manière très précise nos comptes, et elles pourront vérifier que la ville d'Avranches, encore une fois, n'est pas une ville qui se surendette, mais au contraire une ville qui fait l'objet d'une gestion saine, rigoureuse, qui mérite d'être respectée. Voilà, donc sur cette présentation que j'ai voulu brève, je vous laisse la parole, en souhaitant que le débat soit riche, mais je n'en doute pas un seul instant. Donc, qui souhaite prendre la parole? Monsieur Morazin. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Vous aviez raison, je ne vais certainement pas avoir la même lecture que vous. Je parlerai d'abord de 2014, qui est votre arrivée aux affaires. Vous avez hérité d'un endettement par habitant de 866 €. Vous êtes aujourd'hui... Non, monsieur Morazin, c'est 938, puisque votre exercice vous a été avez clos. Attendez, c'est vos chiffres, là. Non, 866, c'est vous qui non, les c'est envoyez. nous. Ça, c'est l'endettement au 31 décembre 2014. Vous avez clos votre exercice à la fin de l'année 2013, donc votre taux d'endettement était à 938. 866, c'est nous. Non, c'est les résultats. Non, c'est nous, monsieur Morazin, je vous assure. On est en deux... Non. Si, monsieur Morazin, c'est 31/12/2013, vous avez clos votre exercice. Donc l'année 2014, qui correspond à 866 € d'endettement par habitant, c'est nous. C'est nous qui avons désendetté. Vous êtes aujourd'hui à 971 € d'endettement par habitant. Je rappelle quand même qu'il y a de moins en moins d'habitants à Avranches. C'est quand même une nuance qu'il ne faut pas oublier. Vous parlez également de l'endettement. Moi, 2014, 7 500 000. Justement, c'est par habitant, monsieur Morazin. Attendez, vous permettez... Non, mais essayez de rentrer de cette donnée dans votre réflexion. Il y a moins d'habitants, donc... Je peux... Allez-y. C'est toujours révélateur quand on coupe la parole. Ça signifie quelque part qu'on a des inquiétudes. Donc c'est... Vous voyez, vous y êtes, en plein dedans. Donc je reviens à ce que je disais. Donc 2014, l'héritage, 866 €, que vous le vouliez ou non, avec un reste en budget de 2 millions d'enveloppes de fonctionnement qu'on vous avait laissé, que vous avez l'air d'oublier légèrement. Monsieur Morazin, je suis obligé de vous reprendre. Ah bah voyez, vous coupez. Les 8... Non mais c'est parce que vous avez une lecture erronée. Les 866 €. La politesse, c'est quand même de me laisser finir mon explication. Oui, mais... Et vous pourrez corriger si vous n'êtes pas d'accord. Mais laissez-moi. Votre réflexion, la base de votre réflexion n'est pas bonne, donc je préfère vous donner les informations maintenant. Je sais bien que ça vous met en difficulté. Ah ben non. Je sais bien. Je sais bien qu'on est passé de 9 900 000 d'endettement à la ville d'Avranches et nous vous l'avons laissé à 7,5 millions avec un fonds de trésorerie de 2 millions. Cela vous plaît ou pas, c'est la réalité des faits. Aujourd'hui, l'endettement par habitant est de 971 €. 971 €, c'est quand même pas rien. Vous dites tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous aviez fait des investissements. Alors moi, je regarde un de vos investissements. Je lis la presse, comme tout un chacun. Alors, je ne sais pas si c'est des comportements un peu mégalos, cette histoire, mais je note, et je suis quand même inquiet de voir qu'il y a eu 2 mâts de 33 mètres de haut, achetés, fabriqués en Italie, ça n'a pas dû donner beaucoup de travail aux Avranchinais, pour les avoir dorés à leur fin.
C'est incroyable ça. Vous avez les moyens aujourd'hui de dorer à leur fin des mâts de 33 mètres de haut sur 3 mètres de long avec 5 mètres carrés de dorure à leur fin. Alors effectivement, vous pouvez vous affoler que le gouvernement restreint les aides aux communes, mais dans des conditions comme ça, je peux croire que le gouvernement peut s'affoler. Si tout le monde a des comportements aussi mégalos, alors les investissements, si c'est à ça que ça se limite, excusez-moi, mais on peut faire mieux. Alors le patrimoine, parce que vous allez me dire que c'est du patrimoine, je me permets comme de vous rappeler que nous avons fait des travaux importants à Saint-Gervais qui ne sont pas finalisés. Depuis que vous êtes arrivé aux affaires, vous n'avez rien fait à Saint-Gervais. Notre-Dame-des-Champs, c'est à peu près dans le même état. Je ne parlerai pas de Saint-Saturnin qui est carrément fermé. Et puis, j'en profiterai également pour rappeler que nous avons également, même si c'est pas la propriété de la ville, nous avons des bâtiments anciens de l'hospice d'Avranches qui datent quand même du XVIIIe et qui sont en piteux état. Alors, je pense qu'avant de créer des nouveaux investissements dorés à leur fin, il aurait peut-être été préférable, effectivement, dans les investissements, de d'abord protéger l'existant avant de créer des choses pareilles. Alors, effectivement, peut-être que certains qui sont ici dans votre majorité et qui se disaient socialistes et de gauche ont peut-être un peu du mal le matin, en se regardant dans la glace, de voir des choses pareilles. Moi, personnellement, ça me heurte en qualité d'avranchiné, payant, moi, l'impôt, chose que peut-être certains ici ne font pas. Donc voilà un peu, moi, ma lecture, qui est quand même une lecture un peu différente. Je crains malheureusement, et les emprunts, vous allez continuer, puisque vous avez essayé de nous proposer de créer un nouvel emprunt cette année de 1 million d'euros. En commission des finances, on nous avait demandé 1,5 million, 1 million d'euros. Ça va encore alourdir, que vous le vouliez ou non, l'endettement de la ville d'Avranches. Et je note également un reste à réaliser quand même de 600 000 euros qui ne sont pas encore finalisés quelque part. Donc il y a entre la lecture, la présentation, effectivement de votre part une autosatisfaction. Moi je peux la comprendre, je peux accepter et comprendre qu'il y a des choses fort intéressantes qui ont été réalisées. Mais, je devrais dire, il y a quand même des inquiétudes sur les finances de la ville d'Avranches. L'endettement n'est pas aussi extraordinaire que vous le dites. Et concernant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les taux qui seront présentés lors de la commission qui aura lieu demain à l'agglomération, il y a des inquiétudes qui se lèvent, des inquiétudes qui nous arrivent effectivement des maires et des élus de la région. Alors peut-être que vous ne les entendez pas, moi je reste inquiet, je ne dis pas que tout est mauvais, mais malheureusement la situation n'est pas aussi mirobolante que vous essayez de le faire croire. Monsieur Morazin, alors il y a beaucoup de choses à dire concernant votre intervention. Je vais commencer par le square Thomas Becquet, puisque c'est un sujet qui vous préoccupe. À chaque fois, il revient dans les débats. Alors, sachez que les mâts dorés à leur fin, ça n'a rien de mégalo. Oui, non, mais... Non, écoutez, soyez raisonnable. Alors, on ne va pas dorer un bâtiment à leur fin, je vous rassure. C'est une technique qui est très bien connue. Pour exemple, c'est la même technique que ce qui a été utilisé pour la dorure de l'archange Saint-Michel. Voilà. La surface couverte, je vous rassure, est tout à fait raisonnable. D'ailleurs, c'est un artisan de Mortain qui a fait le travail pour votre monsieur Zurek, Richard Zurek, qui d'ailleurs est élu municipal à Mortain, qui a fait un très bon travail pour un montant qui, vous le retrouverez, est relativement raisonnable. Sachez aussi que ces mâts vont faire office de paratonnerre. Voilà, ça fait partie des dispositions ordinaires pour ce type d'installation. Alors, pourquoi 33 mètres? C'est une très bonne question. Est-ce que vous le savez, monsieur Morazin? Revisez votre copie. Est-ce que vous avez l'information? Alors, laissez-moi terminer, puisque vous n'avez pas la réponse, visiblement. Mais vous n'avez pas la réponse. Mais vous n'avez pas la réponse. Monsieur Morazin. Oui, bien. Alors, il faut savoir, monsieur Morazin, s'il vous plaît. Alors, sachez déjà que c'est un projet qui a été cofinancé. Je parlais de cofinancement. Chose que vous avez beaucoup de mal à faire par le passé. Cofinancement à hauteur de 70%. C'est donc un cofinancement tout à fait important, tout à fait intéressant. En effet, il s'agit de redonner à un square d'Avranches qui a un véritable potentiel touristique. Sachez que depuis que les travaux ont lieu, depuis que le travail de déboisement a été réalisé, il y a énormément de gens qui se promènent dans le quartier. Énormément. Gens qui rentrent sur le site. C'est même arrivé il y a peu de temps d'avoir accompagné. Et c'est une vraie redécouverte pour les habitants d'Avranches, même pour les touristes de la région. Donc l'ambition derrière ce projet, un projet qui, encore une fois, ne coûte pas si cher que ça. On est à 240 000 euros. Cofinancé à hauteur de 70%. Même la dorure est cofinancée.
Eh bien, je peux vous assurer que ce projet va permettre aux habitants d'Avranches de redécouvrir un quartier qui avait été très dévalorisé au fil des ans. Faute d'entretien, mais encore une fois, je ne fais de reproche à personne. Chaque municipalité, au fil du temps, a ses priorités. En effet, notre priorité a été de revaloriser certains secteurs d'Avranches. Je pense au quartier Molière, je pense au square Menmer aussi, qu'on va inaugurer très bientôt, le jardin Bergevin. On essaie, un peu partout dans Avranches, de travailler sur une revalorisation de ces secteurs qui, malheureusement, au fil du temps, ont fait l'objet d'abandon, voilà, pour dire les choses. Donc ce projet, c'est un projet pour les habitants d'Avranches, pour les touristes d'Avranches. Ce sera un belvédère sur la baie particulièrement remarquable, avec l'évocation, en effet, d'une cathédrale qui n'existe plus, mais qui se rattache par son histoire à une épopée remarquable. Pensez que le roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet, est vu ici. Sachez qu'il y a chaque année des dizaines et des dizaines... Mais c'est bien. Sachez qu'il y a chaque année... Mais je... Ah ben donc tout va bien. Vous n'avez pas besoin de mes connaissances. Donc je continue. Donc sachez qu'il y a chaque année des dizaines et des dizaines de touristes britanniques qui cherchent cet endroit. Alors lorsqu'ils arrivaient sur le site, que voyaient-ils? Un gazon. Autrefois, il y avait 2 allées de tilleuls qui étaient là. Malheureusement, vous les avez rasés, ces tilleuls. C'est regrettable. Et oui, c'est-à-dire que cet endroit qui était assez agréable, qui était ombragé, qui permettait une promenade, eh bien vous l'aviez dénaturé en abattant plus de 60 tilleuls. C'était votre choix. Vous l'avez fait. Bon. Nous avons décidé, au contraire, de revaloriser ce square. En effet, les mâts peuvent paraître surprenants, mais ce sont 2 signaux dans le paysage qui permettront aussi aux gens qui passent au pied de la ville de se dire « Tiens, il se passe quelque chose ici ». Moi, j'aime ma ville, j'aime Avranches, véritablement, profondément, et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de certains projets de façon à la faire voir. Avranches est une ville qui a du mal à exister à l'échelle de la baie du Mont-Saint-Michel. Eh bien, je pense qu'avec des projets un peu ambitieux comme celui-ci, nous avons matière à faire parler de la ville en bien, et surtout à valoriser les plus beaux secteurs qu'elle a à proposer à ses visiteurs. Et je peux vous assurer, alors je sais que vous êtes très réticents, j'espère néanmoins que vous viendrez à l'inauguration, parce que ça me chagrinerait que vous ne soyez pas présents. Je peux assurer que tous les gens que je croise en ville, qui ont compris de quoi il s'agissait, sont très enthousiastes et ont hâte que ce projet se termine. Les mâts seront posés dans quelques jours, vers la mi-avril, et je peux vous assurer que ce sera, à mon avis, assez émouvant de voir ces 2 structures rappeler l'élévation passé de la cathédrale, qui malheureusement a disparu à la Révolution française. Voilà. Je comprends votre rejet du patrimoine et de ce passé de la ville. Parce non, je ne peux pas vous laisser dire mon rejet du patrimoine. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et je ne vous le laisserai pas dire. Ce que je suis en train de vous dire, et vous êtes assez... Vous n'avez pas la parole, monsieur Morazin. Vous êtes assez subtil pour m'avoir compris, et je ne veux pas que vous détourniez mes propos. Je ne peux pas vous laisser la parole parce que ce sont vos dorures alors fins qui me semblent excessives. Très bien. Alors, monsieur Morazin, je ne vous insulte pas, donc ce n'est pas la peine, mais je ne vous donne pas de leçons. Je vous dis simplement que me traiter de mégalo, ça va peut-être un petit peu loin. Il ne faut pas exagérer. Mais que voulez-vous que je vous dise, monsieur Morazin? C'est une... Non, parce que pour des questions de conduite, alors justement, encore une fois, ces mâts à 33 mètres de hauteur, nous vous donnerons le budget exact lié à la dorure, mais vous verrez, c'est pas très important. Je crois que c'est 4 000 € de mémoire, mais ce sera vérifié. Encore une fois, c'est un projet global qui a été validé. Je vous le rappelle aussi, monsieur Morazin. Nous avons organisé, pour pouvoir aboutir ce projet, tout un processus participatif. Dans cette salle, il y a eu de nombreuses réunions auxquelles vous n'avez pas participé. Alors vous y étiez invité, vous auriez pu émettre votre avis. Non, je termine, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole dans quelques secondes. Vous étiez invité à participer à ce projet. Il y a eu des réunions dans cette salle qui se sont tenues des samedis après-midi, donc des jours où vous étiez disponible, où les choix ont été faits par les habitants, y compris la dorure. Tout ça a fait l'objet d'une démarche vraiment participative. Donc je peux vous assurer que même cette histoire de mât, je n'y suis pour rien. Donc ma mégalomanie, honnêtement, je vous demande de la remballer, parce que ce n'est vraiment pas le cas. C'est le choix des gens qui ont travaillé. Savez-vous qui a participé à ces comités de pilotage? La Société d'horticulture, la Société d'archéologie, l'Association des habitants de la vieille ville, des citoyens d'Avranches, dont certains sont dans la salle ici. Et vous pourrez les questionner, vous verrez que, encore une fois, ces mâts avec leur dorure ne sont pas le fait du maire d'Avranches. C'est l'effet d'une démarche participative, monsieur Morazin, à laquelle vous étiez invité, mais à laquelle, malheureusement, vous n'avez jamais daigné assister. Oui, allez-y, monsieur Morazin. Je vous remercie de me redonner la parole. Alors, non seulement j'ai participé, et je n'ai pas, comme vous dites, je suis venu à une réunion,
et j'ai vu effectivement le contenu de la réunion, les personnes présentes et je dirais la forme de manipulation pour atteindre l'objectif que vous aviez dans votre esprit. Et légèrement. Et dès le début, je considérais que je ne pouvais pas, et j'ai eu fortement raison, vu le résultat, j'ai eu raison. J'ai très vite compris que finalement, c'était un projet que vous meniez avec des équipes que vous aviez choisies pour la plupart, ou qui étaient des proches. Donc résultat, j'ai pas voulu continuer, même si le projet, au niveau de l'histoire, est intéressant, effectivement, très intéressant. Et je ne suis pas quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'histoire de la ville d'Avranches, faut pas exagérer. Je crois que j'ai été un des premiers à soulever la problématique de l'ancien hospice d'Avranches, sur laquelle vous avez participé au niveau des écrits, me semble-t-il, et pour laquelle actuellement vous n'avez pas bougé depuis quelques années. Alors peut-être que les bâtiments anciens existants, vous les laissez tomber ou vous fermez les portes, qu'il s'agisse de Saint-Gervais, qu'il s'agisse de Notre-Dame-des-Champs ou d'autres bâtiments, ou les secteurs hospitaliers des anciennes hospices d'Avranches, qui datent du XVIIIe, et que vous préférez effectivement inscrire votre nom dans les monuments et dans l'histoire de la ville en réalisant un projet assez personnel et historiquement voulu par votre campagne. C'est votre droit, c'est votre droit. Mais n'essayez pas de détourner le projet en disant que vous n'y êtes pour rien, que c'est les autres qui ont choisi. Et moi, je reste quand même sur la problématique des feuilles d'or. C'est la seule chose qui, dans l'aspect du projet, moi, me gêne. Je suis désolé, me gêne. Quand dans une ville, on baisse au niveau des habitants et que je vois encore des gens avec des landaux et des poussettes aller au restaurant du cœur pour éviter de finir dans une misère absolue, moi, ça me heurte et je suis moi aussi très amoureux d'Avranches, non seulement du patrimoine, mais aussi des Avranchinés et de ceux qui sont dans la souffrance et qui auront peut-être eux aussi du mal à accepter ces feuilles d'or sur des pylônes en métal. Alors, vous pouvez prétendre que c'est un acte qui relève de l'histoire, etc. Je l'entends bien, mais il n'empêche que sur le symbolique, il y a un problème, que vous le vouliez l'entendre ou non. Voilà. Merci. Alors je vais juste répondre à M. Morazin, parce qu'après je vais oublier, sur la question de l'hôpital, où bien évidemment il y a beaucoup à faire. Vous en parlez en connaissance de cause, puisque vous y avez passé de nombreuses années de votre vie professionnelle. Encore une fois, je déplore, comme vous, l'état des bâtiments de l'hôpital, mais malheureusement ou heureusement pour la ville d'Avranches, ils n'appartiennent pas à la commune. Le bâtiment du XVIIIe siècle, qui est en très mauvais état, n'est pas en mauvais état depuis 2014, M. Morazin. Il est en mauvais état depuis plus d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Donc c'est bien sympathique de nous faire le reproche de ne pas nous y intéresser. Cela dit, lorsque les poutres se sont effondrées à l'intérieur, puisque bien évidemment tous les planchers sont effondrés, nous n'étions pas encore élus à la commune. Soit bien clair. Concernant la chapelle qui date du XIXe siècle, là encore, elle est en mauvais état. Elle a été fermée par le directeur de l'hôpital, mais nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas les moyens d'agir sur le patrimoine d'autrui. On est bien d'accord. Concernant les églises, en effet, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Nous avons dû, à la demande du directeur des services techniques ici présent, et sur son avis éclairé, fermer l'église Saint-Urnin du fait de détachement de la voûte, de certains éléments de la voûte de plâtre. Donc un audit est en cours de façon à pouvoir envisager le nombre de travaux qui sont à réaliser et surtout les chiffrer. Donc ça c'est en cours. Pour Notre-Dame-des-Champs, également un gros problème d'installation électrique qui est vétuste. Mais cette installation électrique, elle n'est pas devenue vétuste du jour au lendemain. La vétusté d'une installation comme celle-ci, elle se déclare au fil des ans. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Pourquoi nous avez-vous laissé ce patrimoine en si mauvais état? Ah, ça, nous sommes bien d'accord. Vous avez investi, on ne peut pas tout faire. Eh bien, merci Madame Leroy, c'est la conclusion. Il faut en effet, nous y pensons. Alors, je vais vous dire clairement quelle est ma position par rapport à Saint-Gervais. Je pense qu'elle est partagée aujourd'hui par bon nombre de mes collègues ici. Aujourd'hui, la ville d'Avranches ne peut plus seule entretenir une église qui est utilisée par une paroisse qui dépasse largement les frontières communales. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec le curé de la paroisse. Je lui ai dit qu'il serait bien de réfléchir à un dispositif qui permettrait de trouver des cofinancements, encore une fois. La ville d'Avranches ne peut pas supporter toutes ces charges de centralité. Il y a plein de modèles dont nous pouvons nous inspirer. Si vous allez en Angleterre, par exemple, dans beaucoup de cas, lorsque des églises nécessitent des travaux, eh bien on lance des souscriptions populaires.
J'en ai parlé récemment, encore une fois, avec le clergé local, qui semble s'ouvrir à cette question. Donc, nous allons travailler dans ce sens-là. Mais en tout cas, la ville d'Avranches ne pourra pas seule, en effet, en tout cas dans les années qui viennent, dans les 2 ou 3 ans qui viennent, supporter le million de travaux qui seraient nécessaires pour terminer les travaux de restauration de Saint-Gervais. Nous allons plutôt nous intéresser à Saint-Saturnin, en effet, à Notre-Dame-des-Champs dans la mesure de nos budgets. Nous avons déjà des chiffrages pour revoir l'installation électrique de façon à ce que, dans les semaines qui viennent, à l'approche des communions, l'église soit sonorisée et éclairée. Voilà. Nous pourrons communiquer le montant des opérations très bientôt. Mais je ne peux pas vous laisser dire que nous nous désintéressons des églises d'Avranches. Bien au contraire. Monsieur Morazin, à vous la parole. Ah, il y avait Nicolas Ferreira d'abord. Nicolas. Alors, Nicolas Ferreira, Hervé Lenné et puis Alain Morazin. Oui, très brièvement, je ne vais pas redire ce que vient de dire Monsieur le maire. Juste un petit mot. Comme d'habitude, l'opposition nous fait le coup, en fait, d'utiliser la misère. C'est-à-dire que selon les sujets, selon les propos, on va stigmatiser un quartier d'Avranches, une population qu'on semble connaître. Et alors là, maintenant, Monsieur Morazin, vous venez de nous parler des personnes qui font la queue pour aller au Resto du Cœur. Je trouve votre l'utilisation que vous faites d'une catégorie de la population qui est... Oui, mais ça n'enlève rien aux propos que vous utilisez. Vos propos sont scandaleux, me semble-t-il, parce que nous n'avons pas à utiliser pour une querelle politicienne dans le cadre d'une assemblée municipale telle ou telle catégorie de la population. Donc alors, monsieur le maire est mégalo, moi je suis socialiste, donc chacun va avoir son étiquette ce soir. Monsieur Morazin, vous demandiez à monsieur le maire qu'il vous laisse terminer votre propos. Alors faites de même quand je m'exprime. Vous avez à cœur, quand vous parlez d'investissement, ou en tout cas du manque d'investissement que nous pourrions faire, que de vous exprimer sur le patrimoine cultuel, qui pour nous est un patrimoine historique, c'est-à-dire les églises. Il y a beaucoup d'argent mis par la ville d'Avranches dans les travaux de voirie, une voirie qui sert à tous et qui est, me semble-t-il, très peu subventionnée par rapport à d'autres travaux. Enfin, je ne voudrais pas trop m'étendre, mais vous êtes représentant d'une certaine droite qui, quand elle parle de pauvreté, a en tête l'aumône, quand une certaine gauche, comme vous me citez, a plutôt en tête la solidarité. Qu'avez-vous fait ces dernières années sur l'espace mosaïque, sur la ferme Trublet, sur les bâtiments mis à disposition pour les associations de solidarité, ce sur quoi nous travaillons, nous nous penchons, une épicerie sociale et solidaire va être construite. Nous avons aussi à cœur de mener une étude pour ensuite refaire un centre social dans le quartier de la Turfaudière. Donc effectivement, Monsieur Morazin, quand vous vous exprimez sur des populations en difficulté, oubliez l'aumône et pensez plutôt à la solidarité. Moi, je voudrais revenir sur les propos que j'ai pu entendre de la part de M. Morazin au début de son intervention. M. Morazin a repris les mêmes arguments qu'il reprend tous les ans à l'époque du vote du budget, et tous les ans, il nous fait montre de son incompétence et de son incompréhension quant aux problèmes des finances. Alors là, cette fois-ci, à nouveau, M. Morazin montre son incompétence, mais en plus, il fait état de son l'impossibilité à lire un tableau. Le tableau est suffisamment clair. J'insiste bien en ce qui concerne le montant de la dette. Ce sont des montants qui sont arrêtés au 31 décembre de l'année considérée. Donc il est bien évident que le chiffre qui est indiqué sur la ligne 2014, c'est le montant de la dette au 31 décembre 2014. Alors compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'emprunt au cours de l'année 2014, il est bien évident que c'est à la majorité actuelle que revient cette diminution de la dette entre 2013 et 2014. N'inversons pas les rôles, ou alors vraiment vous ne comprenez rien à rien, ou vous faites montre de fausses informations. Autre point, M. Ferreira a fait état de ses engagements et de ses idées politiques. Je voudrais faire les miennes. Investir dans le tourisme, que ce soit le square Thomas Becket, que ce soit Bergevin ou le square Menmer, ça me paraît, moi, être une politique différente d'investir dans les églises. Pour autant, moi qui n'ai pas voté à gauche aux dernières élections, je n'ai pas non plus, comme certains, voté pour la majorité actuelle. Je me sens tout à fait solidaire d'une position dite de droite. C'est pas parce qu'on n'investit pas dans les églises qu'on est de gauche. Je vois, non seulement vous ne comprenez rien
aux finances, mais si en plus, pour vous, les étiquettes de droite et de gauche se révèlent à ce que vous dites... Ouais, j'aurais aussi rebondir sur vos propos concernant l'inscription d'emprunts à notre budget. Vous parlez d'1 million d'euros, en effet, c'est 1 million d'euros autorisé, mais vous savez, voilà, vous le savez bien. Merci de ce petit clin d'œil qui me montre que finalement vous avez bien compris. Bien évidemment, l'endettement que nous souhaitons réaliser pour cette année, c'est 890 000 euros, sachant que l'amortissement couvrira largement cet emprunt si nous le réalisons. Juste un petit mot aussi, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. En effet, vous aviez, alors si on reprend le petit tableau du haut, celui qui est ici, vous avez l'évolution de la dette par habitant depuis 2008, 979 euros par habitant, à 2017, 971 euros. Il faut savoir qu'en effet, vous aviez emprunté, normalement, pour pouvoir investir vous aussi, même si, en effet, le contexte n'était pas le même, puisque vous aviez en gros des taux d'emprunt, des emprunts avec des taux d'intérêt à environ 4,5%, pardon, 4,5%. Nous avons emprunté avec des taux à 1,5%. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de renégocier l'ensemble des emprunts que vous aviez contractés à l'époque où vous étiez à la tête de la ville, de façon, encore une fois, à faire baisser les charges de la ville. Oui, c'est pour ça, si vous pouviez sortir un tant soit peu de ce jeu un peu bête et méchant de l'opposition, vous pourriez au moins reconnaître que nous avons bien fait d'emprunter. Tout le monde, partout en France, le dit. Nous avons emprunté raisonnablement, avec des taux particulièrement intéressants, qui nous permettent d'avoir un encours de la dette parfaitement supportable pour la commune, parfaitement supportable pour les habitants, et en tout cas qui, vous le voyez, grâce à ce tableau récapitulatif sur 10 ans, nous permet de baisser de 0,8% le montant de la dette par habitant. Voilà, c'est ce que je voudrais que vous reteniez, Monsieur Morazin, s'il vous plaît, ce soir. S'il vous plaît. C'est objectif. Et puis je rejoins ce que dit Monsieur Lenné, les 866 euros, c'est bien le résultat de notre premier exercice de 2014. Donc c'est bien de notre fait. Donc c'est bien nous qui, en 2014, avons, parce que nous souhaitions avoir une vision globale, rappelez-vous, il y avait aussi l'audit de la Chambre régionale des comptes, nous souhaitions avoir sorte d'arrêt sur le passé et le passif de la ville, de façon ensuite à engager notre projet politique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui sont souhaitées? Monsieur Bourdiec. Elles servent à quoi les dorures, là, en fait? Alors, les dorures, elles servent tout simplement, c'est la même technologie qu'au Mont-Saint-Michel. Quand vous mettez des éléments verticaux en l'air, il y a de fortes chances que la foudre tombe dessus. Or, la dorure qui a été posée, c'est la même que sur la Camp Saint-Michel, vont permettre de conduire la foudre vers la terre. Donc, il y a une prise de terre qui a été aménagée et qui va au milieu du terrain. Sachez aussi, encore une fois, on vous donnera le montant exact, mais je crois que de mémoire, c'est 4 000 euros pour la dorure. C'est quelque chose qui est tout à fait normal et habituel pour ce type d'élément architectural qui se trouve exposé à la foudre. Voilà, tout simplement. Merci. Et c'est une dorure en plus qui est très fine et qui ne représente pas un coût exorbitant. Soyons raisonnables. Il faut mettre une protection. Monsieur Bette. Merci. Je voudrais d'abord évoquer deux éléments ponctuels. Le premier élément ponctuel, c'est les cofinancements. Je vous le dis très clairement et très objectivement, je n'ai jamais rencontré un maire, je n'ai jamais vu un conseil municipal ne pas rechercher les cofinancements maximaux lorsqu'il faisait une opération d'investissement. À vous entendre ou à vous écouter, ce serait seulement vous et seulement votre majorité et seulement votre conseil municipal depuis 3 ans qui rechercherait les cofinancements. Je ne prétends pas avoir une longue expérience ou une grande expérience de la vie politique locale, mais je n'ai jamais rencontré un maire qui n'ait pas cherché les cofinancements maximaux. Jamais. Et je vous donne un seul exemple. Lorsqu'il y a une dizaine d'années, nous avons réalisé le scriptorial, et cette époque-là est révolue malheureusement, c'est un taux de cofinancement ou un taux de subvention de 80% qui a été obtenu. Voilà. Donc, n'essayez pas de faire croire que vous innovez en la matière. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et encore une fois, je n'ai jamais rencontré un maire ne pas rechercher le maximum de cofinancement. Le deuxième élément ponctuel concerne
l'aménagement du square Thomas Becket. C'est un choix qui a été fait. Vous nous dites, et je veux bien vous croire, qu'un certain nombre d'Avranchinais vous disent que c'est une belle opération. Souffrez aussi d'entendre qu'il y ait un certain nombre d'Avranchinais qui estiment qu'il ne fallait pas le faire. À chaque fois que l'on fait un investissement, et je parle en connaissance de cause, il y a un certain nombre de personnes qui trouvent ça bien et d'autres qui trouvent ça mal. On a fait, par exemple, sous les 2 mandats précédents, un certain nombre d'investissements sportifs qui réjouissaient ceux qui sont attachés au sport et qui réjouissaient beaucoup moins ceux qui ne sont pas attachés au sport. Je veux vous dire par là que personne ne fait l'unanimité. Et quel que soit l'investissement et quel que soit le degré de sincérité avec lequel on fait son travail, où on remplit sa fonction de maire, il faut savoir entendre aussi qu'il y a des désaccords. Et sur l'aménagement du square Thomas Becket, je pourrais moi aussi vous citer un certain nombre de gens qui me disent, sans doute pas à vous mais à moi, qui me disent que c'est un investissement qui n'était certainement pas prioritaire, du moins à leurs yeux. Voilà pour les 2 éléments ponctuels. Je voudrais en venir au budget maintenant. Parce que je ne partage pas, et je vais avoir un propos mesuré, un propos objectif. Et je vais l'étayer, mon propos objectif. Mais je ne partage évidemment pas l'autosatisfaction qui est la vôtre. À plusieurs égards. Je veux à nouveau souligner la lente, je dis bien lente, et c'est pour ça que je crois avoir un discours mesuré, la lente mais réelle dégradation des finances de la ville. Alors certes pas au point de la communauté d'agglomération que vous présidez depuis 1 an et demi et qui, avec à peine 1 an d'existence ou 1 an et demi d'existence, est déjà dans le rouge. On en reparlera demain. Mais il y a tout de même, au niveau de la ville, on en parlera demain, il y a tout de même au niveau de la ville, que ça vous fasse plaisir ou pas, une lente et réelle dégradation de nos finances. D'abord, l'excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement était en 2015, c'est-à-dire lorsque vous étiez déjà en exercice, en responsabilité, il était de 2 510 000 euros. Il est aujourd'hui d'un peu plus de 2 millions d'euros, ce qui veut dire que l'excédent de fonctionnement a diminué de 20% en 2 ans. Ce sont des chiffres objectifs. Même remarque pour l'encours de la dette. Parce que vous avez un propos très autosatisfait sur la dette, mais votre autosatisfaction ne correspond pas à la réalité des choses. L'encours de la dette était en 2014 de 7 500 000 euros. Il est aujourd'hui de 8 285 000 euros, au 31 décembre 2017, ce qui fait une augmentation de 10% en 3 ans. Diminution de 20% de l'excédent de fonctionnement, augmentation de 10% de l'encours de la dette. Alors j'entends votre argumentation que vous répétez sans cesse comme un leitmotiv, que vous écrivez également, et qui consiste à faire des comparaisons dans le temps, et ça peut effectivement s'analyser, ça peut effectivement se discuter. Vous nous dites le niveau d'endettement aujourd'hui est à peu près du même niveau qu'il y a une dizaine d'années. C'est juste. Sauf que, en matière de finances publiques, ce qui est important, ce sont les trajectoires, ce sont les évolutions. Et les évolutions, tant en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, tant en ce qui concerne l'encours de la dette, on l'a sous les yeux, puisque vous nous avez distribué ce papier au dernier moment. En 2008, les dépenses de caractère général étaient de 2 447 000 euros. Elles sont aujourd'hui de 2 449 000 euros. Donc, je vous donne acte que c'est du même niveau. Sauf que, et c'est là la grande différence, entre 2008 et 2013, les dépenses de caractère général ont fondu de 400 000 euros. C'est-à-dire qu'il y avait une trajectoire de diminution de nos dépenses de fonctionnement. Depuis 2014, c'est l'inverse. On était à 2 112 000, on est arrivé à 2 449 000. Donc la trajectoire est inversée. Nous avions, nous, une trajectoire qui visait à diminuer sensiblement les dépenses de fonctionnement. Vous avez une trajectoire qui montre que vous allez en augmentant les dépenses de fonctionnement. Même remarque pour la dette, je vous donne acte que
l'encours de la dette à la fin de l'année 2017, qui est de 8 285 000 euros, est sensiblement le même que celui de 2013, qui était de 8 202 000 euros. On est d'accord lorsqu'on regarde ces chiffres bruts. Mais même remarque, entre 2007 et 2013, l'encours de la dette est passé de 9 963 000 euros à 8 200 000 euros, une diminution d'1 700 000 euros. Depuis 2014, on est passé de 7 512 000 euros à 8 265 000 euros, c'est-à-dire une trajectoire qui va à l'inverse de la trajectoire précédente. Moi, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. On peut comparer 2008 à 2018, on peut comparer 2006 à 2016, on peut comparer tout ce que vous voulez. Mais ce qui importe en matière de finances publiques, ce sont les trajectoires. Et la trajectoire qui est la vôtre, les trajectoires qui sont les vôtres, sont des trajectoires qui manifestent une lente mais réelle dégradation des finances de la ville d'Avranches. Et si l'on continue comme ça, eh bien, on aura forcément un certain nombre de difficultés. Et puis, vous serez confronté dans 2 ans ou dans 3 ans, dans une moindre mesure, je le souhaite et je le crois d'ailleurs, mais vous serez confronté à des difficultés analogues à celles que vous avez créées depuis le 1er janvier 2017 avec la nouvelle communauté d'agglomération. On est, et ça vous n'y êtes pour rien, et je ne vous en fais absolument pas grief, j'ai connu ça, parce que ça fait des années et des années que l'État baisse ses dotations. Ce n'est pas nouveau. Déjà en 2005-2006, il y avait des baisses de dotations de l'État aux collectivités locales. Depuis 2014, ces baisses de dotations se sont fortement accélérées. Mais chacun le savait. C'était la prévision pluriannuelle des finances de l'État qui avait prévu de diminuer en 2014, puis en 2015, puis en 2016, puis en 2017, les dotations versées aux collectivités locales. Il faut donc en prendre compte, en prendre acte et faire en sorte que les budgets qui sont préparés s'adaptent à la nouvelle donne financière de l'État. Vous ne le faites pas suffisamment. Vous ne le faites pas suffisamment en termes de trajectoire. Et je suis persuadé, quel que soit le pouvoir en place au niveau national, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans ou plus, il y aura immanquablement d'autres diminutions de dotation aux collectivités locales. Personne ne peut raisonnablement dire qu'il n'y aura plus de baisse des dotations. Il faut en tirer les conséquences. Voilà. Et vous n'en tirez pas suffisamment les conséquences. Alors je ne vais pas vous dire que les chiffres sont catastrophiques, parce que ce ne serait pas le fond de ma pensée. Je vous dis simplement que la trajectoire qui est la vôtre, et je n'ai cité que 2 exemples, l'excédent de fonctionnement qui ne cesse de diminuer, l'encours de la dette qui ne cesse d'augmenter, eh bien, à travers ces 2 exemples, vous êtes sur des trajectoires négatives qui peuvent être, dans 2 ans ou dans 3 ans, lourdes de conséquences pour notre ville. Monsieur Huet, je voudrais tout d'abord vous remercier de vos propos particulièrement modérés et qui contrastent très fortement avec ceux que vous teniez il y a un peu plus de 3 ans. Non, parce que vous aviez... Alors on pourrait ressortir... Vous nous promettiez une dégringolade fulgurante. Nous n'allons pas tenir le mandat. Enfin, c'était l'effet ciseau. Bon. Écoutez, nous retrouverons les bandes vidéo. Vous le verrez. Elles sont disponibles. Bien sûr, mais tout le monde le connaît, l'effet ciseau. Sauf que ici, vous l'avez même reconnu vous-même, l'effet ciseau est quand même fortement atténué. Vous parlez de trajectoire, c'est parfaitement intéressant, parce que nous sommes précisément en train de tracer une trajectoire. Bien évidemment, les investissements que nous faisons aujourd'hui atteignent une sorte de sommet, et bien évidemment, nous allons continuer sur cette ligne en essayant d'infléchir, s'il le faut, et au regard des prochaines baisses de dotation, parce que comme vous, nous savons pertinemment que l'État va continuer à ponctionner les communes de manière à garder cette équation dont je vous ai fait part au début de mon intervention, équation assez simple, baisse de dotation, réduction de la dette et des charges liées au fonctionnement, le 0,11, le 0,12, tout en maintenant un taux d'investissement acceptable pour la commune. Voilà notre équation, c'est celle-là que nous tenons, et nous la tenons bien, je le répète.
Moi, ce que j'aimerais vraiment, et là je m'adresse à l'ensemble de l'opposition, c'est que vous cessiez de distiller un discours anxiogène en permanence. Alors c'est votre rôle, me direz-vous, mais je pense que à une époque où l'angoisse est partout, dans les médias, à plein de sujets, souvent à juste titre, alors qu'une commune comme la nôtre est bien gérée, je le répète, et je serai prêt, pour une fois, à rentrer dans le détail si vous le souhaitez, nous tenons la barre, réellement, je vous renvoie au tableau qui a été fourni, avec une maîtrise, encore une fois, regardez les efforts qui ont été faits sur le 0,12, sur les charges de personnel, nous tenons la barre. Oui, 6 millions. 6 millions, alors on peut... nous sommes arrivés justement au niveau réclamé par la Cour des comptes. Alors vous parlez de la Cour des comptes, c'est très bien. Vous parlez justement des excédents de fonctionnement. En effet, vous aviez ce que vous appeliez un matelas qui était à 2 millions, un peu plus de 2 millions, quasiment 2,5 millions. La Cour des comptes nous a demandé de le baisser, ce matelas, parce que d'un point de vue éthique, dans la gestion publique de budget comme les nôtres, il n'est pas bon de maintenir des matelas comme cela. Donc nous l'avons baissé en effet à 2 millions, et c'est stable. Je vous renvoie encore une fois au rapport de la Cour des comptes qui préconisait une diminution de ce matelas. Les emprunts, monsieur. Vous mélangez tout à chaque fois, monsieur Morazin. Vous semez le doute. Vous êtes toujours dans la petite sortie comme ça, un peu à côté de la plaque, mais qui sème le doute. Donc en gros, et pour redire l'essentiel, l'équation est simple. Baisse de dotation, politique de rigueur, maîtrise des dépenses de fonctionnement, mais tout en maintenant aussi la qualité du service, maintien d'un taux d'endettement qui permet l'investissement, avec une équation qui se tient parfaitement dans la durée. Je pense que la trajectoire est loin d'être mauvaise. Quoi qu'il en soit, même si on s'apercevait en cours de route, cette année ou l'année prochaine, que les dotations continuent à fondre de manière importante, nous avons les moyens aujourd'hui de réguler. Nous sommes maîtres du navire, totalement. Je vous parlais tout à l'heure des renégociations de prêts qui sont en cours actuellement. Vous verrez, les surprises seront bonnes. Parce que nous faisons, nous faisons feu de tout bois. Nous allons chercher toutes les recettes possibles là où elles peuvent se trouver. Donc la situation est parfaitement sous contrôle et je vous mets au défi de démontrer l'inverse. Je voudrais répondre à M. Vett. Moi, M. Vett prend les chiffres qu'il arrange ou ceux qu'il estime être positifs. Je reprendrai le document qui nous a été remis. Il y a deux tableaux, une première colonne 0,11, une deuxième colonne 0,12. Alors certes, en ce qui concerne la trajectoire sur le 0,11, les dépenses à caractère général, entre 2008 et 2013, on voit une baisse. Par contre, sur la deuxième colonne 0,12, dépenses de personnel, moi je constate une hausse. Entre 2008 et 2013, les dépenses de personnel ont augmenté. Et on peut constater 2014-2017, elles ont baissé. Juste un mot pour le chiffre des dépenses à caractère général pour l'année 2017, qui s'élève à 2 449 000. Je vous ai précisé tout à l'heure que la Chambre régionale des comptes nous a demandé de mettre en place une politique d'engagement, c'est-à-dire d'un rattachement à l'exercice. Donc cette année, en dépenses à caractère général, il y a des dépenses qui portent sur, je l'ai dit tout à l'heure, qui portent sur 13 mois ou 14 mois. Et on va même être tenu, en ce qui concerne les dépenses d'eau, de passer à des dépenses sur 3 semestres. On arrivera donc à 18 mois. Donc il est évident qu'il ne faut pas tenir compte de ces chiffres bruts et il faut simplement les ramener sur une période sur 12 mois. Moi, je précise que le gouvernement a mis en place ce qu'il appelle un pacte financier. Il demande aux communes, par contrat, de n'augmenter les dépenses de fonctionnement que de l'ordre de 1,20%. Nous, on n'augmente pas les dépenses de fonctionnement de 1,20, on les diminue dans le projet de budget qui vous est présenté. Les dépenses de fonctionnement diminuent. Donc on va au-delà de ce qui est préconisé par le gouvernement. Je voudrais aussi préciser quelque chose concernant les investissements, puisque l'opposition a souhaité attirer l'attention de chacun ici sur le square Thomas Becket, qui représente une toute partie de notre investissement au regard des travaux qui sont mis en œuvre dans la ville. Les principaux travaux qui sont réalisés en matière d'investissement, ce sont bien évidemment la rue de Verdun, qui est un axe très important, un axe qui est transversal, qui permet de relier différents quartiers de la ville, qui permet aussi, et je tiens à le signaler,
à de nombreux habitants d'Avranches, jeunes et moins jeunes, d'atteindre les établissements scolaires, que ce soit le groupe scolaire, enfin l'école Pierre Mendès France, le collège Chalmel-Lacour, la Chaussonnière, vers le quartier de la Turfaudière, le lycée Littré, bien entendu, de rejoindre des équipements importants que sont le tennis club, le stade, la piscine. Donc tout un ensemble d'équipements qui, aujourd'hui, ont besoin d'être connectés les uns et les autres par différents types de voies, des voies douces. Or, en effet, le principal investissement qui se porte à plus d'1 million d'euros, c'est la rue de Verdun, avec réfection des réseaux et surtout constitution d'un axe transversal de la ville d'Avranches qui n'a pas bougé depuis sa création, à savoir les années 50. Donc voilà, vous voyez, ça c'est une vraie politique d'investissement, un vrai choix stratégique que nous assumons et que nous portons. Et c'est un choix qui vise à renforcer la qualité de vie des habitants. Autre axe important sur lequel nous travaillons, je parle axe au sens routier du terme, le boulevard Pasteur, qui fait l'objet d'un cofinancement à hauteur de 50% de la région et qui va permettre de sécuriser l'accès au lycée Littré. Là aussi, il y a une très forte attente des habitants. Donc après avoir rénové le quartier de la Place Molière, rue Lanfranc, rue Saint-Exupéry, nous finissons finalement la rénovation de ce quartier populaire, où transitent tous les matins, tous les soirs, un nombre très important d'habitants. Donc c'est bien que vous attiriez l'attention des conseillers municipaux représents ce soir autour du square Thomas Becquet, mais je ne voudrais pas que nous oublions ces deux grands chantiers pour lesquels il était urgent d'investir et que nous avons à cœur d'aboutir cette année. Voilà, y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Huette. Oui, je voudrais tout de même vous rappeler que vous n'avez pas le monopole des travaux sur la voirie. Je rappelle les importants investissements qui ont été faits rue de la Constitution, je rappelle les importants investissements qui ont été faits rue du Pot d'Étain, je rappelle les importants investissements qui ont été faits rue Saint-Gaudens, je rappelle les importants investissements qui ont été faits place Pattonne, je rappelle les investissements moins importants mais qui comptent quand même, qui ont été faits au Carrefour des Morts, etc., etc. Il y a eu depuis une dizaine d'années l'aménagement de la gare, l'aménagement de la Poste. Voilà, il ne faudrait pas non plus... moi, j'ai voulu avoir un propos mesuré, un propos modéré, mais je préfère dire mesuré que modéré, mais ayez de temps en temps le même, cessez cette auto-glorification, cette auto-satisfaction qui consiste à faire croire que avant c'était la nuit et maintenant c'est le jour. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Des investissements de voirie et des investissements sur les bâtiments publics et des bâtiments qui servent au service public. Deux exemples types, la gare d'Avranches et la poste d'Avranches, ils ont été faits entre 2005-2006 et 2012-2013. Nous avons fait aussi un certain nombre d'investissements, plus des investissements sportifs. Voilà. Donc on a eu, nous aussi, une politique d'investissement. Deux remarques en forme de réponse ou d'écho à ce que vous avez dit. Premièrement, je constate que le chapitre 12 est un chapitre qui n'a pas bougé. Voilà, il était de 6 021 000 en 2008. Non, attendez. Il était de 6 021 000 en 2008. Il est de 6 millions en 2017. Ça fait 21 000 euros d'écart. Franchement, voilà. Mais je ne vous en fais pas grief. Parce que c'est précisément... non, mais ce sont les chiffres que vous nous avez distribués vous-même que je cite, que je regarde. Mais je ne vous en fais pas grief parce que s'il y a un chapitre sur lequel il est particulièrement difficile de faire des économies, c'est précisément le 12. Parce que lorsque l'on a embauché du personnel, eh bien, il faut attendre un certain nombre d'années, l'État en sait quelque chose, il faut attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir dégonfler les effectifs. Et encore, il arrive un moment où on ne peut pas aller trop au-delà. Voilà. Je regrette qu'il y a quelque temps, vous ayez refusé certaines mutualisations avec la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Les mutualisations, comme par enchantement, sont maintenant faites avec la communauté d'agglomération. J'en conclus que des mutualisations qui étaient impossibles il y a 3 ans ou 4 ans sont devenues possibles 3 ans ou 4 ans après. Mais sur le chapitre 12, franchement, c'est une constante depuis une dizaine d'années. On est tous aux alentours de 6 millions d'euros. Par contre, vous ne pouvez pas tenir le discours que vous tenez lorsque, sur les charges générales, sur le chapitre 11, en 2014, on est à 2 100 000 euros et en 2017, à 2 449 000 euros. Alors, c'est vrai que dans le budget primitif, on est à 2 200 000. Il s'agit du budget primitif. Là, ce sont des chiffres
budget primitif, plus décision modificative. Voilà. Donc on verra bien à la fin de l'année si c'est véritablement 2 200 000 euros ou s'il sera nécessaire de rajouter 150 000, 200 ou 250 000 euros. Donc on est en tout cas, pour comparer ce qui est comparable, entre 2014 et 2017, les dépenses de fonctionnement, chapitre 11, les charges générales de la ville d'Avranches ont augmenté de 300 000 euros et 300 000 euros, ça fait à peu près 15% d'augmentation. Donc vous ne pouvez pas dire que vous maîtrisez les dépenses de fonctionnement. C'est vrai pour le chapitre 12, c'est faux pour le chapitre 11. Alors vous avez fait une sage proposition en nous donnant rendez-vous à la fin de l'année, en effet. On se donnera rendez-vous à la fin de l'année pour voir si les trajectoires, comme vous dites, sont si mauvaises que ça. Je signale quand même une réalité aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est l'effet mécanique d'augmentation du 0,12. Qui est un effet auquel toutes les collectivités sont confrontées. Nous y avons pallié d'une certaine manière en travaillant sur différentes missions confiées au secteur privé, ce qui a augmenté considérablement en effet certains postes de fonctionnement. Mais là encore une fois, c'est tout à fait régulé et c'est maîtrisé. Je voudrais vous rappeler quelque chose aussi concernant le tableau des effectifs dont nous avons hérité en 2014. Quand vous voyez la colonne effectif, le tableau du haut, vous avez deux parties. Vous avez, si je prends en 2008, 170, 214. 170, c'était le nombre réel d'employés. 214, c'était le nombre d'agents qui étaient toujours inscrits au tableau des effectifs. Vous voyez la différence. Donc ça signifie que vous votiez des budgets qui n'étaient pas sincères. Dans le sens où, pour un nombre d'agents qui auraient dû être salariés au tableau des effectifs, c'est ce que réclame la loi, eh bien, vous ne mettiez pas les budgets qui auraient dû être en face. Et donc, nous avons pu, grâce à ce travail assez fin que nous avons réalisé sur les ressources humaines, ça vous ne pouvez pas le nier puisqu'il n'y avait plus de personnes à la tête des ressources humaines lorsque nous sommes arrivés à la mairie en 2014, nous avons remis à un niveau réel ce tableau des effectifs, nous l'avons rendu conforme à ce que nous demandait la loi et nous avons mis en face le budget inhérent au nombre réel d'employés. Donc ça aussi, c'est une notion importante. C'est-à-dire que vous aviez une gestion tout à fait aléatoire des ressources humaines et des charges salariales inhérentes. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé en 2011 à un paroxysme avec, même 2010, 283 000 euros de masse salariale à la mairie. Alors je regrette beaucoup qu'à ma modération, vous répondiez par de la mauvaise foi. Parce que vous me dites 2008, 170, 214, 2017, 146, 35, 165. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais oui, mais la présentation est exactement la même. Entre ce qui figure au budget et le nombre d'emplois qui sont inscrits, il y a la même différence. Aujourd'hui, chacun peut voir ces chiffres-là. 170, 214 en 2008, 146, 165 en 2017. Que je sache, en 2017, c'est vous qui exercez les responsabilités. Donc c'est exactement la même chose. Avant de vous précipiter sur n'importe quel chiffre avec contentement ou avec je ne sais quelle joie, ce sont les temps partiels anticipée, Monsieur c'est exactement la même chose, monsieur. Ce sont les temps partiels. C'est exactement la même chose. Non, ce sont les temps partiels. Et lorsque je suis devenu, la différence entre les équivalents temps plein et les temps partiels. Lorsque je suis devenu maire en 2001, j'ai chaque année, et ça m'était parfois reproché d'ailleurs, j'ai chaque année fait des propositions au conseil municipal, à chaque fois que c'était possible, j'ai fait des propositions de diminution des effectifs de la ville. Et ce qui vous a été laissé en 2014, c'est un effectif qui avait été sensiblement réduit pendant les 13 années précédentes. Toujours dans le souci aussi de garder pour les habitants de notre ville un niveau de service public qui soit suffisant. Mais on a quand même diminué les effectifs. Et vous savez, j'entends encore, parce que c'est tout récent, un certain nombre de reproches qui m'étaient faits parce que on diminuait petit à petit les effectifs. Donc on vous a laissé en 2014 un chapitre 12, qui est certes important, et ça c'est une constante de notre ville depuis 30 ou 35 ans. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, c'est bien plus compliqué que ça. Et puis, vous voyez, comme moi je ne suis pas comme vous sur le terrain de la mauvaise foi, je vais vous dire autre chose qui va aller dans votre sens. Sur le 12, le gouvernement actuel a décidé
d'augmenter la contribution sociale généralisée, mais avec une compensation. C'est-à-dire que ce ne sont pas les agents qui vont payer l'augmentation de la CSG, ce sont les collectivités qui les emploient. Et ça m'intéresserait de savoir, et vous voyez que ça va dans votre sens, parce que ça vous n'y êtes pour rien du tout, c'est une charge supplémentaire qui est imposée à la commune d'Avranches comme à toutes les communes de France et à toutes les collectivités locales de France. Je serais intéressé de savoir ce que cette disposition du gouvernement impacte, à quel niveau cette disposition du gouvernement, cette décision du gouvernement impacte les finances de la ville d'Avranches. C'est 50 000 euros. Combien ? 50 000 euros. 50 000 euros, voilà. Juste pour les chiffres, donc en effet, vous votiez votre budget sur la base de 216, 221, 222, 225. Et vous aussi ? Non, nous 165. C'est pareil. C'est pareil. Non, parce que nous, ce sont les temps partiels. Le principe est exactement le même. Mais non, ce sont les temps partiels. Le principe est exactement le même. Mais non. Et le tableau qui est là l'atteste. Mais non, parce que ce sont les temps partiels qui sont indiqués en 146,5. Mais bon, je comprends que vous ne puissiez plus lire tous ces chiffres avec précision puisque vous n'avez pas les données. En tout cas, notre budget est sincère. Encore l'autosatisfaction. Mais non, mais si. C'est juste une simple observation. Vous êtes dans l'autosatisfaction permanente. Bah. C'est ça votre principal défaut d'ailleurs. Ah bah écoutez, il faut bien en avoir un. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous passions au vote du budget, parce qu'il faut bien y arriver? Oui, Monsieur Morazin. Vous ne m'avez pas répondu, le remboursement de la dette en question de 8 millions et quelques, sur combien d'années? Alors, nous sommes sur 7 ans. 7 ans. Alors, cette année. Donc on est exactement sur ce que préconise... 7 ans. Oui. Vous étiez à 5 ans et 4 mois il n'y a pas très longtemps. Non. Si. Oh, non. Si. Ah non, c'est constant. Alors redonnez-moi vos références. 7 ans, donc il va y avoir un emprunt que vous allez continuer à emprunter apparemment, puisque l'argent n'est pas cher, comme dit Monsieur Lenné. Je rappelle quand même 7 ans, effectivement, il ne faut pas aller trop loin maintenant. Ce sont les... Oui, je rappelle que dernièrement, il y a un ancien Premier ministre à qui on a fait tout un procès concernant son endettement. Il avait rappelé simplement que c'est la durée de remboursement qui est importante. Ce n'est pas la dette en soi, c'est la durée de remboursement. Tout à fait. Hein? Et toute commune qui atteint 10 ans est sur la ligne rouge. On est à 7 ans. Ouais, vous y arrivez doucement, hein, mais non, vous y allez. Hein. C'est parfaitement stable. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées avant que nous passions au vote de notre budget? Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre aux voix cette question, donc qui est bien la question numéro 4. Y a-t-il des personnes parmi vous qui souhaitent voter favorablement pour ce budget? Oui, moi j'ai un pouvoir. Y a-t-il des votes contre? Donc nous avons 6 votes contre. Et des abstentions peut-être? Voilà, donc majorité pour le vote du budget, moins 6 voix. Nous allons passer à la question suivante. Merci pour la richesse des débats. C'était passionnant. Sincèrement.